Ah, Paris, la capitale de l'amour, Montmartre, le Tour Eiffel, le musée du Louvre, le French cuisine, Amélie Poulain, porte de la Chapelle. Oh. Oh. Eh ouais, ça fait bientôt un an que j'habite Paris et j'aime beaucoup cette ville, malgré ses mauvais aspects. Après, bon, c'est vrai, il y a des quartiers pas ouf, hein, mais dites-vous que c'est pas nouveau. Bidonville, délinquance organisée, criminalité, etc. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le Paris de la belle époque, le Paris des années 1900. Et on va plus particulièrement se pencher sur les bandes de criminels qui écumaient les rues de la ville. Oh, Paris, le capitale de l'amour, Montmartre, Ah, ça a beaucoup changé, Montmartre. Alors tout d'abord, un peu de contexte. La France en 1900 compte à peu près 38 millions d'habitants, dont un bon 60% vivent à la campagne, contre 22% aujourd'hui. Le reste vit dans des villes de plus de 2000 habitants. 2,5 millions de personnes habitent à Paris, qui est une ville en pleine croissance à cause de l'exode rural. À partir de 1860 jusqu'en 1914, des dizaines de milliers de personnes fuient les campagnes françaises pour chercher du travail en ville. 1900, c'est également l'année de l'exposition universelle, attirant 48 millions de visiteurs et qui nous laissera le Grand et le Petit Palais. Mais non loin des fastueux bâtiments et des quartiers chics, s'entassent dans des conditions atroces des dizaines de milliers de personnes venues de la campagne pour travailler dans les usines ou sur les marchés. Auvergnats, Provençaux, Bretons, Basques, etc. Et bah forcément, quand des dizaines de milliers de personnes arrivent d'un coup de manière incontrôlée, bah ça crée de la pauvreté. À partir du milieu du 19e, tout autour de Paris vont s'agglomérer un mélange de prolétaires parisiens chassés par les prix élevés de la capitale et de ruraux arrivant en ville pour chercher du travail. C'est autour des portes de Paris, autour du périph' quoi, que vont se créer des bidonvilles qui vont devenir la zone, habitée par les zonards, et bien sûr pour la plupart extrêmement pauvres et vivant dans des conditions terribles. Quand on dit la zone pour désigner un ghetto, bah ça vient de là. Non? Plus personne dit ça? Ah si. À l'époque, les 2/3 de la population parisienne vivaient de petits métiers, bricole, revendre, récup, bref, on se débrouillait comme on pouvait. On ajoute à ça l'alcoolisme rampant, un bistrot pour 29 hommes adultes au début du siècle, hein, voilà, je pose cette information ici, juste là. On ajoute également le chômage, car le boulot était souvent à la journée, et il n'y en avait pas pour tout le monde, et on a un cocktail assez explosif, hein, de l'alcool, du chômage, de la pauvreté, des bidonvilles. Tout va bien, monsieur le préfet, nous avons la situation en main. Reprenez un peu de champagne avec votre caviar en or massif. Et forcément, tous ces facteurs-là apportent aussi de la criminalité. Vous voyez la série Peaky Blinders, en France on avait aussi nos Tommy Shelby, et il y en avait pas mal. Hein. En 1900, le pays compte plus de 60 000 prisonniers, 10 000 de moins qu'aujourd'hui, mais avec une population bien inférieure, dont une partie dans des bagnes dégueulasses, plein de maladies, au milieu des jungles guyanaises. Enfin bref, vous avez le contexte, c'est durant cette belle époque, qui n'était belle que pour une minorité, qu'ont prospéré des bandes criminelles organisées dans un rude climat de pauvreté et de violence. Les Apaches. Et ouais, c'était un nom général pour désigner les bandes de jeunes délinquants qui écumaient les rues de la ville à cette époque. Je pense qu'ils ont été nommés comme ça car Paris à l'époque se disait familièrement Pache. Les bandes de criminels étant principalement à Paris, on disait les bandes Apaches, les Apaches. C'est pas vrai, hein, les Apaches c'est du nom de la tribu indienne, hein. Qu'est-ce qu'on se marre sur ma chaîne, hein, pouette. Le terme apparaît pour la première fois dans le journal Le Matin, pour désigner une bande venant du quartier de Belleville qui aurait tué 2 ouvriers lors d'une rixe. Par la suite, le terme Apache a été désigné comme une sorte de mot valise pour inclure tous les criminels, toute la pègre. De 1902 à 1914, une véritable folie s'empare de la presse, qui va monter en épingle tous les faits divers qu'elle peut trouver en les attribuant aux Apaches, parfois en inventant des crimes ou des bagarres de toutes pièces. Bataille rangée entre policiers et Apaches, rixe quotidienne entre bandes sur le boulevard de Sébastopol, incendie d'usines, meurtres en série, mutilations, vengeance, des centaines de vols de portables par jour. Non, c'est pas vrai, le dernier, les portables n'existaient pas en 1900. Les Apaches sont tour à tour 13 000, 20 000, 30 000, voire 70 000 pour le journal Le Matin, dont la spécialité semblait être un journalisme impartial et parfaitement objectif. Les journaux ont littéralement pété un câble, hein, désignant tour à tour ces jeunes criminels comme une franc-maçonnerie unie dans le mal, la réincarnation des Huns d'Attila, de sinistres voyous et d'horribles déchets humains prêts à tout pour saper les fondements même de la République. Mais attendez, ces villes-gredins méritent une punition à la hauteur de leurs crimes. Alors oui, hein, ils y ont bien réfléchi à l'époque. Exil forcé dans les colonies, envoi au bagne. Un certain Docteur Lejeune s'est aussi fait plaisir en écrivant un manifeste appelé « Faut-il fouetter les Apaches ?» Manifeste écrit à mon avis avec une main s'agitant dans le pantalon et un filet de bave au bord des lèvres. Voici un extrait. Dévêtu ou à peu près, l'Apache expose son anatomie de malingre et de dégénéré.
Il se montre tel qu'il est, un être inférieur que seule notre excessive humanité tolère au sein des grandes villes. Les cheveux s'entremêlent sous les efforts du fustigé, visage glabre, l'être cynique et moqueur s'humilie, supplie lâchement qu'on lui fasse grâce. Demande grâce, salope. Enfin bon, bref, on n'est pas passé loin de l'apocalypse, hein, mais bon, faut se rappeler que, même à l'époque, les journaux avaient bien compris qu'en faire des caisses sur un sujet, ça faisait vendre plus. Donc tout ça n'est que partiellement vrai. Et du coup, qui étaient vraiment ces Apaches? Pourquoi j'ai des lunettes? Donc ces bandes d'Apaches étaient principalement composées de jeunes hommes de 15 à 20 ans, avec une majorité de moins de 18 ans, s'étant connus à l'école, mais le plus souvent sur les bancs de la maison de correction, ou du bagne pour les plus endurcis d'entre eux. L'image traditionnelle véhiculée par les journaux consiste en bandes organisées par quartier, avec chacune leur propre spécificité. On avait par exemple les gars de Charonne, célèbres pour leur goût de la bringue, à base de gros pogos aux balles musettes. Il y avait les montants l'air des Batignolles, qui étaient eux spécialisés dans le pillage d'appartements, montant dedans. Il y avait aussi les tatoués d'Ivry, pourquoi ils s'appelaient comme ça, je pense que c'est assez évident. Les costauds de la Villette étaient une sorte de mafia de marchands de viande protégeant leurs intérêts par tous les moyens. Il y avait aussi les loups de la butte, connus pour leur extrême violence, ou encore la bande des quatre chemins d'Aubervilliers, parmi plein d'autres. Au-delà de la situation géographique, certains se désignaient aussi par les vêtements qu'ils portaient. Les cravates vertes par exemple, ou encore les habits noirs. Donc toutes les bandes s'habillaient plus ou moins différemment et avaient chacune un signe distinctif. Mais la plupart arboraient tout de même fièrement une casquette à 3 ponts, aussi appelée des fous, tandis que les bandes d'Apaches venant des quartiers riches, parce que oui il y en avait, portaient entre autres de fines bottines jaunes pointues et cloutées. Les vêtements étaient très importants pour eux parce que ça signifiait l'appartenance à telle ou telle bande. Ils étaient également réputés pour être tatoués de partout, les tatoués d'Ivry étant tatoués le plus, mais bon bref, ils étaient tous un peu tatoués. 5 points en croix sur la main gauche était un signe d'appartenance aux Apaches, à une bande d'Apaches. Mais souvent, les jeunes brigands se faisaient tatouer le nom de leur dulciné. Moi, c'est Mimi. Les Apaches vivaient d'activités, criminelles, hein, ouais, et occupaient leur journée à détrousser le bourgeois, à prostituer des filles ou bien à se battre pour leur faveur. Ce n'étaient pas des mafieux ou des criminels à proprement parler, car leur organisation était assez chaotique. On pourrait plus parler d'une bande de copains, soudés autour d'un chef charismatique et disposant d'un code d'honneur, dont voici un extrait. Tout Apache qui serait trouvé au défaut, c'est-à-dire s'il rencontrait un ami en danger et qu'il ne lui porterait pas secours, serait planté le jour même comme un dégoûtant. Tout Apache rencontrant un ami fauché et étant argenté lui-même doit le rafraîchir sans hésiter. Bref, l'Apache de base, il est fauché, il s'ennuie. Eh ouais, qu'est-ce qu'il y a de plus ennuyeux que d'être pauvre et au chômage? Youtubeur. L'ennui et la boisson amenaient souvent les Apaches à se retrouver à des endroits bien précis de Paris, soit pour faire la fête, comme à Bastoche, à Bastille, à Sébasto, boulevard de Sébastopol, ou à la Mouffe, aujourd'hui la rue Mouffetard, mais aussi pour se battre entre eux, et ce pour le moindre prétexte, donnant lieu régulièrement à des batailles rangées entre deux bandes, se terminant généralement dans un chaos indescriptible lors de l'arrivée de la renifle, qui était le nom donné à la police à l'époque, et qui n'hésitait pas à tirer dans le tas. Parce que les Apaches n'avaient pas peur de la police et n'hésitaient pas à s'en prendre régulièrement à eux. Ils allaient les affronter couteau à la main ou à l'aide d'os de mouton taillés, ouais, carrément, et de coups de poing américains. Au point où les agents préféraient souvent laisser les Apaches s'entretuer pour n'intervenir qu'après et ramasser les corps. Les loups de la butte, par exemple, se fritaient régulièrement avec les cœurs d'acier de Saint-Ouen pour le contrôle de la banlieue nord, qui était une zone de guerre à l'époque. Certains quartiers comme Châtelet étaient même considérés comme des coupe-gorges extrêmement dangereux par les bourgeois parisiens. Alors j'ai retrouvé cette carte, donc je sais pas si c'est l'équivalent des no-go zones de Fox News, vu les journaux de l'époque, mais bon, ça peut donner une vague idée d'où provenaient les Apaches. Mais les Apaches étaient également de grands romantiques, et les femmes jouaient un grand rôle dans certaines des bandes. On peut penser à la plus célèbre des Apaches, Amélie Elie, dit Casque d'Or, une fille née dans le 11e arrondissement de Paris qui a fini prostituée, comme un dixième des habitantes de ce quartier, d'ailleurs, hein, super époque. Elle sera au centre d'une guerre entre la bande à Manda, dirigée par Manda, et la bande à Lessa, dirigée par Lessa, ouais. Oui, enfin, a priori, vous êtes pas trop con, hein. Dirigée par deux loupards se disputant les faveurs de la belle, et qui finiront tous les deux au bagne à cause de ça. Voilà, vous avez tout gagné les gars, bravo. Et dans certaines bandes, il était courant que se trouvent des Apaches femmes, qui se révélaient aussi terrifiantes et agressives que les hommes, voire plus parfois, n'hésitant pas à remplir leurs bas de sable pour aller tabasser leur rivale amoureuse. Voilà. Pas le genre de femme que tu vas emmerder. Ou encore à agresser en bande des bourgeois au hasard dans la rue, comme cette histoire vue dans un journal, où 5 femmes abordent un homme, l'étranglent avec un foulard, le tabassent et lui piquent tout ce qu'il a sur lui, vêtements compris. Après, beaucoup d'entre elles étaient utilisées à des fins de prostitution, pour entretenir leurs copains Apaches, mais bénéficiaient d'une relative liberté par rapport aux prostituées des maisons closes. Faut pas oublier que la prostitution à l'époque, c'était ultra courant. Et moi, il y a un truc qui me fascine avec les Apaches, c'était leur façon de parler. L'argot, bien l'argomuche. Un mélange de parler paysan, de mots inventés, ou même de verlan qui étaient déjà utilisés à cette époque.
L'autre jour, je me trimballais à Ménilmuche, et là, je vois une goncière très gratin sur ruban qui rouspétait. Roublard comme je suis, je m'en vais demander ce qui va pas. Croyant avoir affaire à un chic type, elle se met à jacter et me dit que son dab c'est un pignouf qui lui laisse rien faire. Alors ni une ni deux, je sors le surin et je lui dis à bout de la thune. T'imagines qu'après j'étais tout braise, donc je suis allé au lupanar avec la tierce pour voir la grosse berthe pour qui j'ai le béguin. Sauf qu'après avoir casqué, bah j'arrive pas à triquer, donc je me débine en cavalant le froc sur les quilles. Sacrée soirée de merde. Bon, l'accent que je viens de faire, je suis pas sûr que ce soit l'accent parisien de l'époque, mais en tout cas on est d'accord pour dire que l'argot a bien changé. Bon, mais tout ce bordel, ça donnait pas une super image de la capitale, hein, surtout vu les titres apocalyptiques des journaux. La peur des Apaches était telle que beaucoup d'étrangers refusaient tout simplement de se rendre à Paris, car craignant pour leur vie. Et ça a poussé les autorités à agir. A partir de 1912, les premiers établissements pénitentiaires pour mineurs sont créés pour eux, ainsi que les premiers tribunaux pour enfants. Une brigade canine est également créée qui n'hésitait pas à lâcher des chiens sur les Apaches. Les têtes de bande sont envoyées en Guyane où la plupart finiront leur vie. Mais toutes ces mesures ne suffiront pas à faire baisser la criminalité, et c'est la Première Guerre mondiale qui s'en chargera. Les Apaches, à cause de leur jeune âge, sont la première catégorie de population appelée au front, et le carnage des tranchées fera disparaître ceux-ci d'un coup, en même temps qu'une grande partie de la jeunesse française. Rien de tel qu'une bonne guerre pour faire baisser la criminalité, hein. C'est une blague, hein, que ça ait pas donné des idées aux mauvaises personnes, hein. Et voilà, c'était une histoire résumée des gangs de Paris de la belle époque. J'ai mis tout un tas de liens en description si jamais vous voulez approfondir. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir dans mon travail. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, les bons points, les points améliorés, etc. Un grand merci à la marque Gang de Paris que j'ai contactée et qui m'a très gentiment offert des t-shirts et des vêtements. Le lien de leur boutique est en description si jamais vous voulez acheter tout un tas de vêtements en rapport avec cette période précise de l'histoire de Paris. Et en attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.